L'écho des suppliciés, chapitre 5. Le bâillon étouffait les gémissements de Brenda. À travers les jumelles qu'il avait récupérées dans la Mercedes, Ghislain Sudel observait la progression prudente de la Toyota. Encore 3 ou 4 lacets, et la 4x4 serait de nouveau bloquée par l'éboulis qui la séparait des hommes de l'expédition de secours. Il rectifia légèrement la molette et braqua ses jumelles vers la station. La nappe de brouillard en estompait maintenant près de la moitié. Sudel lâcha un bref ricanement et se tourna vers sa prisonnière. Il l'avait clouée au tronc d'un gigantesque mélèze. Une pointe lui transperçait l'oreille, tandis qu'une seconde, enfoncée jusqu'à la tête, lui fixait la paume. Curieusement, la douleur ne s'était guère révélée moins supportable qu'une roulette de dentiste ou qu'une piqûre de moustique. Ghislain, souriant, s'approcha d'elle. Je suis médecin, annonça-t-il d'une voix flûtée. Vous n'avez rien à craindre si vous ne bougez pas. Votre oreille serait seulement arrachée, mais votre main resterait définitivement inutilisable. Le moindre mouvement risquerait d'en sectionner les tendons moteurs. Brenda roulait des yeux affolés. Elle ignorait ce que lui voulait cet homme. Sudel respira profondément et reposa le canon du fusil sur son épaule. Je me sens bien ici, déclara-t-il. Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. J'aime bien cette montagne et cette odeur. Vous sentez cette odeur? Un jour, à la morgue du centre de criminologie, la chambre froide est tombée en panne sans que personne ne s'en rende compte. Le lendemain matin, la viande des candidats à l'autopsie suintait sur le carrelage et ça sentait exactement comme ça. Poussée par un réflexe futile, Brenda renifla à plusieurs reprises, cherchant à définir ce mystérieux fumet que son ravisseur prétendait sentir. Il n'y avait rien d'autre que cette vague odeur de bois pourri, de résineux éclaté par le gel, dégoulinant d'une sève brunâtre dont mouches et frelons viendraient se gorger dès le printemps. Ghislain secoua la tête, comme pour se débarrasser d'un début de migraine. Elle aurait pas dû commencer à se plaindre, murmura-t-il. J'étais déjà énervé avec la tempête et ces putains de chaînes, la voiture bloquée et toute cette neige de merde. Vous ne pensez pas que j'étais suffisamment ennuyé comme ça? Il haussa les épaules. Les enfants et les femmes se plaignent toujours de tout, soupira-t-il. Alors forcément, ça me met en colère. C'est à cause de ça qu'Annie a demandé le divorce. La petite, je l'avais à peine touchée. C'est fragile à cet âge-là, mais les fractures se remettent vite. Ça m'a rendu dingue de voir la peur dans les yeux de ma fille à chaque fois que j'élevais la voix. C'est sa saloperie de mère qui l'a dressée contre moi. Arrêtez de remuer la tête, merde. Votre oreille pisse le sang, c'est dégueulasse. Il cligna des yeux comme s'il découvrait Brenda pour la première fois. Il affermit sa prise sur son fusil et colla le canon contre le front de son otage. Toi, je suis sûr que tu me comprends, souffla-t-il. On va faire un bout de chemin ensemble, jusqu'au sommet de cette montagne. Tu verras, on sera bien là-haut, tous les deux. Stick cracha une bordée d'injures en découvrant la muraille de glace dressée sur sa route. Ça boumait trop bien. Malgré quelques dérapages incontrôlés, la Toyota escaladait vaillamment le col. Stick mit au point mort et serra le frein en main, laissant le moulin tourner au ralenti. C'est le bouquet, s'exclama-t-il. Derrière, Platine épongeait le front ruisselant de la gamine. Sa respiration paraissait plus paisible. Qu'est-ce qu'on va faire demanda la fille aux cheveux d'argent. Je vais commencer par m'envoyer un rail, décréta Stick en dépliant un rectangle de papier. Ça te dit? Pas maintenant, grogna Platine. Stick haussa les épaules et se colla 3 lignes dans les naseaux. En principe, c'était Franck qui se chargeait de la provision de speedball, mais il n'était plus là pour rationner. Stick pratiquait l'extrême ponction. Il renifla, toussa et renifla à nouveau. L'obstacle devant les roues de la Toyota devint subitement dérisoire. Il se retourna vers l'arrière du véhicule et observa un instant Platine materner la môme. Je croyais que t'aimais pas les gosses. J'aime pas les gosses en bonne santé, nuance, rectifia-t-elle. Stick gonfla les joues en signe d'incompréhension. Bon, va falloir continuer à pince, ma belle, annonça-t-il. J'aimerais autant pas passer la nuit dans cette bagnole. Il rassembla la came et la glissa dans les poches de son gilet de cuir. Ça lui suffirait pour la route. Il n'avait pas besoin de s'encombrer de bagages supplémentaires. Tu crois pas que tu ferais mieux de changer de pompe pour l'escalade proposa Platine en sortant du véhicule avec la fillette dans les bras. Ça fait 3 piges que je les porte, refusa Stick. Je vais pas les larguer pour quelques flocons de neige. La gamine ouvrit les yeux au moment où Platine la passait à Stick. Son regard luisant de fièvre s'attarda sur la mèche jaune au milieu des cheveux bruns taillés en brosse. Elle esquissa une moue à mi-chemin entre le sourire et la grimace avant de replonger dans le potage. Stick se racla la gorge. C'est pas pour me vanter, mais il y a un drôle de brouillard qui nous dégringole sur la théière, maugréa-t-il. On a intérêt à se manier le cul si on veut pas jouer en nocturne. Platine plissa le front attentive. Écoute, souffla-t-elle. Quoi? Tais-toi, écoute, on dirait des voix derrière. Stick se tut quelques secondes, crut effectivement percevoir le bruit étouffé d'une conversation et se mit brusquement à gueuler. Hé, là-bas, derrière, vous entendez? La gosse sursauta dans ses bras. Arrête, papa, j'ai mal, s'il te plaît, gémit-elle en s'agitant. Stick se tourna vers Platine. File des coups de klaxon, conseilla-t-il.
Platine déclencha la puissante sirène à 3 tons de la Toyota. Quelques blocs de glace se détachèrent de la muraille et roulèrent jusqu'aux bottes de stick. Mathieu s'immobilisa. Vous entendez souffla-t-il. Tous les hommes s'étaient tournés vers la barricade de glace. Malgré la brise tiède et compacte qui poussait les sons vers la vallée et le brouillard vers eux, ils entendaient nettement le klaxon multiton d'une voiture bloquée derrière l'éboulis. C'est seulement maintenant qu'il se manifeste là pesta un des gendarmes qui accompagnait le groupe. Mathieu, à la fois contrarié et soulagé, s'adressa au guide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le guide regarda la progression de la nappe de brouillard. Il n'avait déjà presque plus le temps de rejoindre la station. Faut envoyer des gars chercher des lampes et demander à Antoine de nous descendre en chasse-neige. En attendant, je vais quand même essayer de passer de l'autre côté. Jacques et Élie, vous cavalez jusqu'au hangar, ordonna Mathieu. Les lampes sont dans la remise du fond, et tâchez de trouver Antoine. Ça fait plus d'1 heure qu'il aurait dû nous rejoindre. Le petit Jacques, le fils de l'hôtelier, et Élie, le plus sportif des 3 gendarmes de la station, remontèrent la pente au pas de course. Les autres rejoignirent le guide planté devant l'éboulis. Il tendit la main et força sur la pointe déchiquetée d'un madrier. Il fit un bond en arrière pour éviter la chute d'un moellon. L'ensemble s'avérait encore moins stable qu'il ne l'avait craint. L'obstacle ne pouvait raisonnablement pas être affronté de face. Il fallait le contourner. Côté montagne, avec un détour particulièrement ardu et plusieurs centaines de mètres à franchir dans une poudreuse insensée et des appuis friables, ou côté ravin, avec les risques d'un nouvel éboulement. Il s'approcha de la glissière et se pencha pour étudier le terrain. Il y a un couloir sous la congère, annonça-t-il. Je vais essayer de passer. Il décrocha les crampons attachés à sa ceinture et les fixa sous l'épaisse semelle de ses chaussures de randonnée. Il descendit de quelques mètres dans la ravine et disparut sous le balcon de glace. J'aimerais bien être plus vieux d'un jour, soupira Mathieu. Heureusement pour lui, son vœu ne fut pas exaucé. Daniel Carbiriou se moquait éperdument du mauvais temps. Il détestait tout autant la montagne et la mer que le soleil et la neige. Il abhorrait le sport et toute forme de vacances en général. Le problème était que Sylviane adorait toutes ces choses et qu'il ne se sentait pas disposé du tout à la laisser courir piste et plage au milieu de toutes ces bites de moniteurs, secouristes et autres dragueurs de bazar qui se précipiteraient pour lui bourdonner autour. Sa jalousie pathologique aurait dû le pousser sagement à épouser une femme quelconque, fade beauté dotée de quelques talents culinaires héritée d'une mère besogneuse. En choisissant Sylviane, splendeur frivole, enfantine, qui fonçait vers les plaisirs comme un papillon de nuit vers la lumière, il avait taillé la badine pour se faire battre. Désinvolte et naïve, il la sentait capable de le tromper presque involontairement, avec une candeur nature, comme on accepte une coupe de champagne. Et les prétendants ne manquaient pas. Sylviane était une jeune femme infiniment désirable. Aux yeux de Daniel, tous ces lieux de loisirs, stations de sport d'hiver ou balnéaires, night club ou cours de tennis, instituts de beauté comme groupe d'expression corporelle, tous ces endroits diaboliques que vénérait Sylviane représentaient de véritables concentrations d'amants potentiels, des pièges machiavéliques tendus par une armée d'éphèbes et bellâtres inactifs dont toute l'énergie se focalisait exclusivement sur les femmes mariées. Il suffisait que Sylviane quitte quelques dizaines de minutes leur appartement parisien pour faire les courses pour que Daniel commence à se ronger les sangs. Il passait déjà en revue ses éventuels rivaux. Du commis épicier, métis kabyle aux troublants yeux bleus, au traiteur italien, impénitent coureur au verbe haut et coloré, en passant par le petit vendeur du magasin de prêt-à-porter où Sylviane achetait parfois ses sous-vêtements. Il les imaginait tous en action, plaisantant gentiment avec son épouse avant de pousser insidieusement leur pion et finir par lui proposer un rendez-vous galant. Ses soupçons le rendaient dingue. Alors, laisser Sylviane 15 jours seule au sport d'hiver. Il n'en était pas question une seule seconde. Sylviane aurait d'ailleurs pu prendre ombrage d'une telle surveillance. Elle l'acceptait au contraire avec un évident plaisir. Pour l'heure, elle aimait son mari et n'avait aucunement l'intention de le tromper. Elle n'était pas non plus naïve au point d'ignorer l'aversion que Daniel éprouvait pour le ski et les boîtes de nuit, mais elle ne se sentait pas prête à vivre dans une prison dorée. Quant au reste, sacrifice et jalousie, elle glissait dessus comme un paix sur une toile cirée. Entre la tempête qui avait failli les coincer dans la vallée et ce brouillard qui envahissait la station, Daniel était aux anges. Planté devant la baie vitrée de leur studio de location, il feignait maladroitement de se plaindre alors que ce climat exécrable présentait l'avantage de bloquer Sylviane près de lui. Elle n'était pas suffisamment bonne skieuse pour s'aventurer sur des pistes verglacées, à peine damées, et noyée dans une brume à découper à la scie égoïne. Sylviane ne paraissait d'ailleurs pas s'en formaliser. Elle n'était pas, comme la plupart des congés payés, avide de créneaux météorologiques idylliques. Une revue de mode en main, elle se prélassait paresseusement sur le lit, feuilletant les pages en survolant rapidement leur contenu. Elle bâilla et s'étira comme une chatte. À propos, chérie, le frigo est pourri, déclara-t-elle calmement. Daniel se retourna. Pourri? Comment ça pourri? Elle se retourna sur le ventre, exposant son cul somptueux tendu par le tissu orange de son étroit fuseau.
Ils sont mauvais, il y a des vers dans le bac à légumes, expliqua-t-elle en se replongeant dans la lecture de son magazine. Le visage de Daniel se chiffonna. S'il y avait une chose qu'il détestait par-dessus tout, c'était bien de se sentir grugé par ces marchands de loisirs. Cette station se prétendait de grand luxe et affichait des prix à l'avenant. Des asticots dans le réfrigérateur, ils allaient l'entendre à l'agence. Il fonça vers l'appareil et ouvrit la porte. Son déjeuner lui remonta instantanément dans la gorge. Pendant que l'hôtelier cherchait à regrouper des autorités de la station, Alex Meyer se rendit à l'école de ski pour y organiser une éventuelle évacuation du village. Provisions et matériel de randonnée seraient nécessaires en attendant qu'une liaison de secours soit établie avec les équipes de la vallée. Comme toujours dans ces cas-là, le guide assumait de lourdes responsabilités. Si le glacier se stabilisait, on l'accuserait d'avoir gâché la saison, d'avoir fait preuve de légèreté, d'alarmisme inutile. La chute d'un glacier dépendait de tant de choses. Le guide se surprit à souhaiter une catastrophe qui détruirait une partie des installations sans faire de victimes, lui donnant ainsi raison. Métier de con. Il dut faire appel à sa mémoire pour retrouver l'étroit escalier de bois qui conduisait à l'école. Le smog, épais et fétide, diluait tous les repères. Durant sa carrière, Meyer avait essuyé pas mal de nappes de brume, mais rarement aussi compactes. Celui-là en devenait presque asphyxiant, tant par son odeur entêtante que par son incroyable densité. Cette soupe d'un gris sombre pénétrait même à l'intérieur des bâtiments, profitant de toutes les ouvertures pour s'infiltrer et envahir lentement les étages. Quant aux rampes lumineuses des vitrines, elles éclairaient à peu près autant qu'une lampe de poche appliquée au creux d'une paume. Alex descendit prudemment les dernières marches et fronça les sourcils en apercevant les nombreuses silhouettes groupées devant l'entrée de l'école de ski. Il n'avait tout de même pas l'intention de prendre des cours par un temps pareil, cela. Les citadins ne reculaient décidément devant rien pour glisser 5 jours par an sur 2 malheureuses planches. Le guide espéra malgré tout réunir dans cette foule quelques esprits sensés pour l'aider à mettre sur pied l'évacuation et convaincre les inévitables incrédules, ceux qui nagent toujours plus loin, grimpent toujours plus haut, parlent toujours plus fort et meurent toujours plus vite que les autres. Il s'avançait vers les silhouettes indécises lorsque la vitrine de l'école s'effondra brusquement. Les vacanciers étaient en train de forcer l'entrée. Alex s'immobilisa stupéfait. Hé cria-t-il. Qu'est-ce que vous faites? Il y eut un lent mouvement de reflux dans le groupe et les silhouettes, tout ensemble, commencèrent à marcher vers le guide. Un silence gluant pesait sur la terrasse, à peine troublé par la respiration sifflante de Meyer. Alex maudit une nouvelle fois ce brouillard qui l'empêchait de distinguer les visages de tous ces gens. Les premiers êtres gris n'étaient plus qu'à 3 ou 4 mètres de lui lorsque le guide se rendit compte qu'il ne portait aucun vêtement. Fan de pute, jura Meyer en reculant. La solitude et les longues randonnées en altitude avaient aiguisé le sixième sens du guide. Comme, en escalade, lorsqu'il s'approchait d'un péril, il perçut nettement l'hostilité qui se dégageait de cette foule obscure, sentit le danger avant même de le cerner. De confuses images de zombies cinématographiques lui traversèrent l'esprit. Il se lança dans l'escalier. Les êtres gris n'avaient pas l'extrême lenteur des légendaires morts-vivants. Meyer n'avait pas franchi 5 marches que le plus rapide de ses agresseurs était déjà sur lui, le faisant trébucher d'une cuillère digne d'un international de rugby. Le crochet de boucher fendit l'air. Alex roula sur le côté et Les se planta avec un bruit sourd à quelques centimètres de son visage. Le guide décocha une violente ruade et sa semelle rigide percuta la mâchoire de son adversaire. Le monstre bascula en arrière, sans un cri, sans une plainte. La meute lui passa dessus. Le guide se releva vivement et parvint au sommet de l'escalier. Au bout d'une cinquantaine de mètres de course folle, il était complètement paumé. Il regarda autour de lui, hagard, le souffle court. Il se crut sauvé lorsqu'il entendit le moteur d'un chasse-neige qui roulait dans sa direction. Daniel Carbiriou recula d'un pas, secoué par de violentes convulsions stomacales. Le bloc grouillant de lombric qui emplissait le frigo s'effondrait en grappes sur le carrelage de la kitchenette. Des vers gros comme l'auriculaire, dont la masse ignoble enflait, bombait sa façade comme poussée de l'intérieur de l'appareil. Sylviane n'avait pas pu voir une pareille horreur. Les vers étaient nés là-dedans et s'y reproduisaient à une vitesse hallucinante. L'affreuse masse frémissante dégringolait maintenant par plaques entières. Seigneur souffla-t-il. La porte d'entrée pivota lentement sur ses gonds. Les premiers êtres gris pénétrèrent silencieusement dans le couloir du studio. Daniel subit un nouveau haut-le-cœur en apercevant un énorme ver qui se tortillait sur sa chaussure. Depuis son enfance, il éprouvait une inextinguible répugnance pour les asticots et les reptiles. Tous les animaux dépourvus de membres le plongeaient dans un profond dégoût, phobie classique dont il n'était jamais parvenu à se débarrasser. La simple vision d'un pêcheur armant son hameçon lui soulevait le cœur. Il recula encore, hébété. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je te jure qu'il y a des asticots. Regarde dans le bac à légumes en bas. Daniel ouvrit la bouche pour répondre quand la main le crocha sèchement à la nuque et, avec une puissance inouïe, le propulsa vers le frigo. Sa tête disparut dans la masse grouillante. Il y avait des dizaines de variétés de vers, de l'annelé à l'ascaris,
Filaires, lombriques, larves, strongles, trichines, chenilles et ténias s'engouffrèrent dans les narines et dans les oreilles de Daniel, commencèrent à lui sucer les yeux, envahirent sa bouche lorsqu'il voulut respirer, se glissèrent enlacés dans ses poumons et dans son tube digestif. Sous la puissante main de l'être aux yeux rouges, le cou de Daniel se bosselait, gonflait sous la pression des annélides qui pénétraient son corps. Tu ne crois pas que tu devrais aller te plaindre à l'agence, chérie?